Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter les applications de la radioactivité dans le domaine de la médecine. On va voir plusieurs principes comme la scintigraphie, la radiographie, la radiothérapie et bien plus encore. Pour vous mettre un petit peu dans le bain, je vous ai préparé une petite introduction. Contrairement aux tissus mous qui, eux, n'ont aucune résistance. Du coup, les rayons X, ils pénètrent sans aucun vol. Alors, la différence entre les isotopes et les rayons X, c'est que les rayons X, ils ne vont pas utiliser les rayonnements, mais plutôt un appareil numérique pour générer une image. Okay. Ensuite, on parle des traceurs moléculaires. C'est l'utilisation de marqueurs radioactifs pour détecter les cellules ou les molécules spécifiques. On va mieux comprendre ça par la définition des traceurs moléculaires si quelqu'un l'a. Oui, Shahd? Je pense que les traceurs moléculaires, ce sont des molécules complexes organiques qui peuvent aussi, je pense, être appelées fluor 18. Oui, exactement. Utilisées pour identifier les cellules cancéreuses et surveiller le fonctionnement cérébral. Exactement. Ensuite, on a la thérapie nucléaire. Est-ce que déjà quelqu'un sait quelle est la thérapie nucléaire? Oui, Inès? La thérapie nucléaire, c'est une branche de médecine qui utilise des isotopes radioactifs qui permet de traiter les maladies comme tu as dit, le cancer, etc. Exactement. Du coup, c'est l'administration ciblée de radioéléments pour traiter certains cancers et maladies chroniques. Alors, il faut savoir que la radioactivité est utilisée dans plus d'une centaine de pays. Elle est utilisée au Maroc et je vais vous donner l'exemple de l'hôpital Ibn Sina à Rabat qui est très célèbre pour son utilisation à la radioactivité. Alors, il faut savoir qu'on a plus de 100 millions traités grâce à la radioactivité. Alors qu'en soit, la radioactivité a été inventée seulement en 1986. Donc en seulement un peu plus de 50 années d'utilisation, on a 100 millions de patients traités, donc guéris. On a 40 millions de patients par an qui sont diagnostiqués précocement grâce à la radioactivité. Du coup, la radioactivité a révolutionné la médecine, offrant de nombreuses applications essentielles au diagnostic et au traitement des maladies. Bien que des défis persistent, qu'on va voir après, les avancées continues dans ce domaine promettent encore de grandes innovations pour améliorer la santé de tous. Donc pendant que je préparais cette diapositive, ça m'a rappelé une petite citation de Marie Curie qui disait « Les découvertes scientifiques, aussi puissantes soient-elles, sont avant tout au service de l'humanité. » Et je pense que la radioactive, c'est l'exemple le plus pertinent et le mieux choisi pour prouver que la science est là avant tout pour notre bien. Avant de passer à autre chose, j'aimerais vous présenter un dessin que j'ai réalisé qui explore les thèmes de la radioactivité et leur impact sur l'environnement. Alors, premièrement, comme on peut le voir ici, j'ai représenté des centrales nucléaires qui libèrent de la fumée verte, qui représente la radioactivité. Et donc, son impact sur l'environnement, premièrement sur l'air, comme on peut le voir ici, la fumée se propage sur de longues distances, ce qui a un impact négatif sur l'écosystème, ainsi que sur la Terre, qui après l'élimination de déchets, souvent sur des cratères, peuvent affecter négativement la biodiversité, ainsi que les sources d'eau qui, dans la majorité des cas, peuvent être des sources d'eau potable qui se font contaminer et lors de leur consommation, cela peut avoir des conséquences sur l'homme, telles que l'apparition de cancers, de mutations génétiques et des problèmes de reproduction, et ainsi que pour les animaux, comme ici, où on peut revoir la mort des poissons, etc. Et donc ce qui favorise leur extinction. Parmi les dangers de la radioactivité, c'est le risque du cancer. Mais aujourd'hui, on utilise beaucoup la radioactivité pour traiter le cancer. Alors, comment est-ce que la radioactivité peut être utilisée pour traiter le cancer et peut-être aussi un risque qui cause le cancer? Alors, on utilise des molécules radioactives pas à l'état brut, tel que par exemple le Covid-19, parce qu'on injecte un vaccin qui contient le Covid-19 mais de façon atténuée. C'est la même chose pour la radioactivité. La radioactivité, si elle cause une maladie chez une personne, est-ce que ça peut être héréditaire après d'autres générations? Oui, ça peut résulter à des mutations génétiques qui peuvent être transmises de génération en génération. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est pas une question, c'est juste une intervention. La différence, c'est que dans la médecine, on n'utilise que sur les cellules qui sont déjà de toute façon malades. C'est pour ça qu'elle a dit, Rania, que c'était difficile parce que ça doit être vraiment très bien ciblé parce que sinon ça va atteindre l'ADN de nos cellules qui sont du coup saines. Alors que quand c'est une explosion par exemple, les cellules, les neutrons ils partent partout et la radioactivité elle part partout, donc elle peut atteindre que ce soit des cellules qui sont saines ou des cellules qui sont pas saines.
contrairement à la médecine. Bonjour à tous, le sujet de ma présentation aujourd'hui portera sur la production de l'électricité par les centrales nucléaires. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une centrale nucléaire? Une centrale nucléaire, c'est une installation industrielle qui produit de l'électricité. Grâce à quoi? Grâce à la fission de l'uranium. Mais où peut-on trouver cet uranium? L'uranium, sous sa forme naturelle, est présent dans les sous-sols terrestres. Certes, l'uranium possède plusieurs isotopes, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les isotopes 235 et 238. Cet uranium est enrichi préalablement grâce à la centrifugation ou à la diffusion. Puis, il est compressé en yellow cake et il est concentré en petites pastilles de 7 grammes. Ces petites pastilles vont être rangées dans des tubes métalliques de 4 mètres de long, appelés crayons. 264 crayons comme celui-ci forment un assemblage. Et chaque assemblage permet d'alimenter une ville d'environ 100 000 habitants. Maintenant, à votre avis, si 1 kg d'uranium nous donne X énergie, combien faut-il de charbon pour nous donner la même énergie? Une centrale nucléaire possède 3 circuits. Un circuit primaire, un circuit secondaire et un circuit de refroidissement. C'est au cœur du circuit primaire, aussi appelé réacteur, que se passe la fission de l'uranium. Elles subissent la fission par bombardement de neutrons. Ces divisions libèrent de la chaleur et des neutrons, provoquant une réaction en chaîne contrôlée. Contrôlée par quoi? Contrôlée par des barres de contrôle qui absorbent les neutrons excédentaires. La chaleur, quant à elle, génère et augmente la température de l'eau sous pression. L'eau chaude circule ensuite vers le générateur de vapeur et ensuite vers le circuit secondaire. La vapeur va faire tourner une turbine qui va générer une énergie mécanique. Cette énergie mécanique va être transformée par un alternateur en électricité. Cette électricité va être acheminée vers le réseau de distribution pour alimenter le foyer et les industries. Enfin, passons au circuit de refroidissement. Le circuit de refroidissement sert à condenser la vapeur du circuit secondaire et à la transformer en nouvelle eau. Ce processus est fait à l'aide du condenseur qui provient des fleuves ou de la mer, ou encore à l'aide de l'air refroidi dans les tours d'aéroréfrigérants. Dans les deux cas, la chaleur excédentaire est évacuée, permettant à la vapeur de se condenser et d'être réutilisée dans le système pour maintenir un cycle de refroidissement efficace. Alors bonjour à tous et à toutes. Je me présente aujourd'hui devant vous pour vous présenter ma petite recherche concernant les dangers de la radioactivité. Alors ça va être assez rapide, mais je vous demande votre attention. Pour commencer, il faut savoir que la radioactivité, c'est un mélange ou un équilibre entre les risques, les dangers, mais surtout les bénéfices. Vous l'aurez deviné, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est les dangers. Le risque d'un accident grave devient très élevé très rapidement. Je vous explique. En fait, dans une centrale nucléaire, on a 3 bâtiments. Le circuit principal, le bâtiment principal et la tour aéroréfrigérante. Bon, je ne vais pas m'attarder pour vous expliquer les rôles. Donc, on va directement passer à la problématique. C'est le circuit primaire, autrement dit, le bâtiment réacteur. À l'intérieur de ce réacteur, on peut trouver des barres d'uranium. Ces barres d'uranium, tout simplement, elles contiennent des capsules qui recèlent cet uranium. On suppose qu'un ingénieur qui travaille dans cette centrale nucléaire, il est bien évidemment habillé d'une combinaison anti-radioactive. Cette combinaison permet de limiter les dangers. Donc, si cet ingénieur se trouve à une distance d'1 mètre du réacteur, il n'y a aucun risque. Tout simplement parce que l'épaisseur du mur du réacteur, qui est d'1 mètre, elle est faite en béton et parfois en métal. Le problème, c'est quand le réacteur se casse, comme vous pouvez le voir sur mon schéma. Si le réacteur se casse, vous l'aurez deviné, les rayonnements se propagent. Ainsi, notre ingénieur devient exposé aux radiations. Ces radiations représentent le danger dont on va parler. Ce qui nous importe le plus, c'est les explosions, c'est les bombes A, c'est les bombes H, c'est les explosions nucléaires. Avant de passer aux explosions nucléaires, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez un scientifique ou plusieurs qui ont été la cause ou qui ont été le créateur d'une bombe nucléaire? À vous la parole. Oui? Oppenheimer. Bien, il faut savoir que Oppenheimer, il était accompagné de plusieurs scientifiques, notamment Einstein. C'est d'ailleurs lui qui lui a proposé cette idée, si vous le saviez. C'est lui qui lui a montré les calculs. Bon, on va laisser ça de côté parce que c'est un peu plus technique et concentrons-nous plutôt sur ce schéma. Alors, j'ai essayé du mieux que j'ai pu de vous représenter une explosion
ou d'une bombe A, d'une bombe nucléaire. Vous voyez ici, avec les rayonnements qui sont sortis du réacteur, il y a eu l'explosion. Ces rayonnements, ils font affecter les nappes phréatiques, ce qui va affecter les eaux souterraines, et notamment la faune et la flore, les poissons, les plantes, les fleurs, voire même, ah oui, l'air, parce que la radioactivité, elle se propage dans l'air, et l'air devient très chargé en radiation. Quand l'air devient chargé en radiation, c'est nous qui en sommes affectés, soit par la respiration ou tout simplement par un contact externe. Vous savez, ces vents qui sont chargés en cette énergie nocive, si elle nous touche, notre peau, elle peut s'enlever. La fission nucléaire, c'est un phénomène au cours duquel un noyau lourd comme l'uranium-235 subira une division après être bombardé par un neutron. Cette division va libérer une quantité énorme d'énergie et des neutrons qui vont eux aussi causer d'autres réactions de fission en chaîne. Cette réaction est utilisée dans les centrales nucléaires. J'aimerais vous expliquer comment fonctionne le réacteur nucléaire. On peut dire que le réacteur nucléaire est le centre où se passe la fission nucléaire, et c'est là où vraiment se passe ce qui va produire de l'énergie dans la centrale nucléaire. Alors, comme ici, vous pouvez voir, c'est un diagramme d'un réacteur nucléaire dans lequel l'uranium est organisé sous forme de crayons. C'est des tiges de 4 mètres de long qui sont immergées dans un liquide, plus souvent l'eau, à une pression de plus de 150 fois la pression atmosphérique. Et pour contenir cette eau, les parois du réacteur nucléaire sont fabriquées d'un acier de plus de 20 cm d'épaisseur. Alors avec notre prof, on a vu que les réactions nucléaires se divisent en deux, soit une fission nucléaire ou une fusion nucléaire. Pourquoi plutôt au cours de la production de l'énergie nucléaire, on se base sur la fission nucléaire et non la fusion nucléaire? On utilise plus souvent la fission nucléaire parce que la fusion nucléaire est une réaction qui est beaucoup plus difficile à contrôler. De plus, qu'elle nécessite des quantités énormes de chaleur pour être déclenchée. Mais aujourd'hui, on a des projets comme le projet ITEL en Europe qui cherchent à améliorer les techniques pour pouvoir utiliser la fusion nucléaire.